Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Ce palais de l'Élysée, ce perron, vous le connaissez bien, c'est votre lieu de travail, c'est là où vous vivez depuis 5 ans. Au soir d'une éventuelle réélection, quel geste symbolique accompliriez-vous? Le premier soir est souvent consacré à des premiers mots, mais si vous me demandez un geste symbolique, je dirais que l'une des premières choses sans doute que je ferai en tant que président, si les Françaises et les Français me font confiance, c'est d'aller auprès des soldats blessés dans un de nos hôpitaux militaires. Je l'avais fait il y a 5 ans, et je pense que c'est un geste à la fois de devoir, de considération, de soutien à celles et ceux qui se battent pour notre liberté. Sur le plan plus personnel, j'irai fleurir la tombe de ma grand-mère dans mes Pyrénées si chères. Merci, je vous en prie. Prenez place sur ce siège présidentiel. Alors pour marquer ce deuxième mandat, si les Français décident de vous réélire, quelle serait votre première mesure d'urgence qui aurait un effet quasi immédiat sur la vie des Français? Écoutez, c'est évidemment le pouvoir d'achat. Nous vivons une guerre en Ukraine qui a des conséquences sur le prix des marchés, des matières premières. Le gouvernement y a déjà répondu, mais je pense qu'il faut tout de suite un ensemble de mesures d'urgence. Donc c'est ça que je ferai en premier. Maintenir un bouclier pour le prix du gaz et de l'électricité, ce qui permet une économie équivalent à 1 200 € par an pour des ménages qui se chauffent au gaz, pour ce qui est du gaz, de 300 € par an pour l'électricité. Ensuite, confirmer une ristourne à la pompe pour maintenir et tenir le prix du gazole et de l'essence, si les prix devaient continuer à s'envoler. Et puis, il faut quelques mesures sectorielles de pouvoir d'achat dès maintenant. Pour les travailleurs, il faut permettre, justement dans les entreprises, de pouvoir avoir une prime de pouvoir d'achat dès l'été. Et conduire d'ailleurs Payé par les entreprises sans charge et sans impôt. Et pousser toutes les entreprises, par la loi, lorsqu'elles versent du dividende, verser une prime de pouvoir d'achat. Deuxième chose, c'est de permettre aussi pour les indépendants d'avoir des allègements de charges dès l'été. Et troisième chose, vous le savez, les pensions, les retraites sont indexées, mais elles sont indexées au 1er janvier. Compte tenu des prix, la situation est en train de se confirmer, la guerre va durer, je pense qu'il faut indexer les pensions de nos aînés dès cet été, parce qu'il y a déjà une inflation. Elle est plus contenue en France que chez nos voisins, mais enfin, elle est là. Donc il faut pouvoir y répondre avec une indexation des retraites dès l'été. Emmanuel Macron, on a lu attentivement votre programme. Des 12 candidats, vous êtes le seul à proposer cette mesure assez radicale. Si vous êtes réélu, les chefs d'établissement scolaire, de la maternelle au baccalauréat, pourront choisir, nommer la plupart des enseignants dans leur établissement, pourront les augmenter au mérite. Est-ce que ça veut dire qu'en 2027, à la fin d'un éventuel second quinquennat, tous les élèves, les 12 millions d'élèves de France, seront dans des écoles de ce type? Alors, d'abord, ça veut dire que je crois dans notre école républicaine, dans nos modèles d'école, parce que nous en avons plusieurs, et je pense qu'il est important que nos professeurs soient mieux reconnus, mieux rémunérés, que nos enfants soient plus heureux, que les parents d'élèves aient une réponse souvent à leurs angoisses. Pour ce faire, je veux qu'on se définisse très vite des objectifs nationaux et beaucoup de liberté locale. Et en effet, je veux que les professeurs aient plus de liberté pédagogique. Je veux que les professeurs, quand ils font des tâches comme les devoirs faits, quand ils accompagnent sur le temps extrascolaire, soient mieux rémunérés pour cela. Et je veux que les directrices, directeurs, l'école, collège et lycée, aient la possibilité de bâtir un projet pédagogique, ce qui veut dire que quand ils ont un enseignant qui arrive, qui ne participe pas, qui n'adhère pas au projet, ils peuvent dire cet enseignant, ça ne va pas le faire, si je puis m'exprimer ainsi familièrement. Et à l'inverse, avoir des enseignants qui adhèrent à leur projet. Ce qui veut dire aussi plus de souplesse et des règles qui sont un peu moins bureaucratiques, administratives. Et donc oui, je veux plus de souplesse, des réponses qui correspondent au terrain, parce que nos professeurs et nos directeurs d'école connaissent ce qui est adapté à leurs élèves. Et on doit avoir plus de liberté. Ce n'est pas la même chose que d'enseigner dans les quartiers nord de Marseille, à Amiens-Centre, où moi j'ai grandi, et à l'inverse, dans une école rurale. Les programmes doivent être les mêmes, les examens doivent être les mêmes, mais il faut redonner de la liberté, de la reconnaissance et des moyens. C'est aussi pour ça que je veux investir sur notre école. Suite à l'affaire McKinsey, on a appris aujourd'hui que le parquet national financier avait ouvert une enquête pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. En clair, la justice soupçonne ces cabinets de conseil privés de ne pas avoir payé leurs impôts. Au-delà de cette affaire, tout de même, aucun des milliers, des dizaines de milliers de fonctionnaires que nous avons à Bercy, dans tous les ministères, était capable de mener ces missions à bien. Alors, il faut remettre les choses quand même en bon ordre. Je pense que c'est une très bonne chose. Non mais, parce que vous avez fait un raccourci qui pourrait induire en erreur. C'est très bien que le juge, les contrôleurs fiscaux se saisissent d'une affaire quand on dit qu'il y a une entreprise qui aurait fraudé. C'est très bien.
Je n'ai pas à en commenter les détails parce que la justice est... Non, mais la justice est indépendante. Mais la justice ne se saisit pas de l'usage de cabinets de conseil. Non. Elle se saisit d'une fraude fiscale. Donc ça, c'est très bien. Ont choqué beaucoup de Français qui ont découvert un peu cette pratique. Non, mais moi aussi, ça me choque. Après, je vais revenir sur la pratique. Deuxième chose, moi j'ai répondu à ce sujet des entreprises qui ne payent pas leurs impôts en France alors qu'elles y font des bénéfices. C'est le combat que je mène depuis 5 ans, qu'on a mené en européen, sous la présidence française de l'Union européenne. Dans les semaines à venir, nous allons enfin pouvoir faire passer cet impôt minimum. C'est une chose est de dénoncer, il faut corriger. Et donc, il y aura grâce à ça une réforme européenne qui mettra un impôt minimum. Quand une entreprise fait des profits dans un pays, elle doit payer l'impôt. Ensuite, il y a le recours à des prestataires extérieurs. C'est normal. Il ne faut pas faire de la démagogie. Parce qu'il y a des prestations, les chiffres qu'on a donnés, McKinsey représente des tout petits montants, et ces groupes-là. Aux 3/4, ce sont des prestations informatiques, pour répondre d'ailleurs aux défis qu'on a eus pendant le Covid, aux prestations cyber. On ne va pas embaucher des fonctionnaires pour toute la vie, quand ce sont des prestations parfois pour apprendre, pour former nos fonctionnaires, pour faire des choses qu'on veut importer et qui sont faites ailleurs. Et donc, c'est très bien d'avoir ces recours-là. Si c'était excessif en France, on le verrait. Le rapport du Sénat, qui est un très bon travail, il faut le lire complètement, il montre une chose. On a recours beaucoup moins que les Allemands ou les Britanniques, 2 à 3 fois moins que nos voisins. Donc il faut faire attention à ce que ça ne remplace pas le travail de nos fonctionnaires, ça c'est fait, que ça respecte les règles des marchés publics, que ce soit utilisé à bon escient, mais il ne faut pas faire de simplification. Nous sommes à un peu plus de 6 minutes et le temps presse. À la lumière de ce qui se passe à Mariupol, de ce qui s'est passé à Boutcha, le Premier ministre polonais vous a pris à partie, il vous a nommément interpellé. Monsieur le Président Macron, dit-il, combien de fois avez-vous négocié avec Poutine ? Qu'avez-vous obtenu en retour ? On ne débat pas, dit-il, avec des criminels. Personne n'a négocié avec Hitler, Staline ou Pol Pot. D'abord, ces propos sont totalement à la fois infondés et scandaleux. Mais il ne m'étonne pas, il s'immisce dans la campagne politique française. Premier ministre polonais d'un parti d'extrême droite. Il a plusieurs fois reçu Madame Le Pen. Il la soutient. Il pense que c'est très mauvais pour moi de faire ces commentaires-là. Moi, j'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie pour éviter la paix, pour éviter la guerre, pardonnez-moi, et donc construire une nouvelle architecture de paix en Europe. Il y a plusieurs années, je l'ai fait dès le début de mon mandat, sans naïveté. Rappelez-vous, dès l'été 2017, je dis, M. Poutine s'est immiscé dans la campagne, il a fait des attaques contre moi, donc je n'ai jamais été naïf, contrairement à d'autres. Je n'ai jamais été complice, contrairement à d'autres. Mais j'ai toujours œuvré pour parler avec la Russie. J'ai essayé d'empêcher, et ensuite j'ai constamment discuté pour obtenir cessez-le-feu, trêve humanitaire, comme d'ailleurs le chancelier Scholz en Allemagne le fait, ou d'autres chefs d'État et de gouvernement en Europe. Et je pense que c'est mon devoir. C'est sans complaisance, c'est sans naïveté, et à côté de ça, nous sanctionnons, et la France porte encore de nouvelles sanctions suite à ce que nous avons vu ces derniers jours, et nous accompagnons et nous soutenons l'armée ukrainienne et l'Ukraine dans sa résistance. Et je pense que c'est mon devoir. Pardon, nous avons 3 questions de société qui divisent les Français à vous poser. Nous vous demandons de répondre brièvement. Êtes-vous pour la GPA, la gestation pour autrui ? Non, je l'ai toujours dit et ça ne change pas. Je pense que ça n'est pas conforme dès que je me fais du principe de dignité, et en particulier pour les femmes. Êtes-vous favorable à l'interdiction du voile à l'université ? Non. Je suis favorable à l'interdiction Je suis favorable au respect de la loi de 2004. Interdit le voile à l'école, au collège, au lycée. Quand les consciences sont forgées, il ne faut pas interdire le voile. Par contre, neutralité des services publics. Seriez-vous pour l'interdiction de la chasse le week-end ? Non. Je suis pour que, justement, on reconnaisse ces pratiques. Évidemment qu'on sanctionne tous les excès quand il y en a et qu'on soit encore plus rigoureux. Et qu'on associe à la gestion adaptative des espèces nos chasseurs comme je l'ai fait. Pardon de vous brusquer. Votre photo officielle ? Oui. La connaissez, elle date de 2017. Que changeriez-vous aujourd'hui, vous-même, le décor, le costume ? En quelques secondes. J'ai peur d'avoir déjà changé et quelque peu vieilli. Je suis lucide. Et donc, c'est moi qui ai le plus changé dans cette photo.